Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, trouver son identité. Ce livre est le récit d'un accompagnement emblématique, du travail que j'ai accompli pendant des années auprès de 10 000 jeunes, quand j'étais directeur fondateur d'un établissement d'enseignement dans lequel j'exerçais des responsabilités d'encadrement, tout en étant thérapeute et coach. À l'époque, j'étais interpellé par les blocages, les ruptures, les échecs et les réussites de tous ces jeunes. Mon parti pris était alors d'accueillir tous ceux que le système éducatif classique avait rejetés, pour les mener jusqu'au diplôme grâce à une pédagogie active. J'ai aussi cherché à les aider à prendre conscience qu'ils étaient heureux sur Terre, et qu'ils avaient trouvé leur juste place, ce que j'ai raconté dans un livre précédent. À l'école, on avait dit à ces jeunes qu'ils étaient nuls et qu'ils n'arriveraient à rien, et ils sont devenus ingénieurs ou titulaires d'un BTS. À ce moment déjà, j'avais constaté qu'il n'y avait plus d'autre modèle que le footballeur star ou le chanteur qui les faisait vibrer. Si ma génération pouvait s'identifier à des modèles comme de grands dirigeants politiques ou des icônes religieuses, eux n'en avaient aucun et ils s'étonnaient même que je leur pose la question. Je suis frappé de voir à quel point enseignants et éducateurs se trouvent démunis devant ces jeunes qui ne reconnaissent plus l'autorité, la plupart étant privés de schéma paternel, et de ce fait, ils ne parviennent pas à se situer ni à trouver leur identité propre. Ils ne peuvent le faire qu'à l'occasion d'un travail au cours duquel l'accompagnant exerce auprès d'eux une fonction de modèle. Aujourd'hui, j'observe avec encore plus d'acuité que les jeunes ne disposent que de modèles factices dans un contexte où nos anciens repères idéologiques sont définitivement discrédités. Y a-t-il à regretter l'effondrement de modèles périmés, tels ceux proposés par l'Église catholique ou le communisme ? Un jeune dépourvu de modèle ne peut toutefois pas se développer, et risque de rejoindre une forme ou une autre de radicalisation. Voilà pourquoi quand j'accompagne un jeune, je lui propose un modèle qui a pour objet de l'amener à trouver son identité, hors de toute idéologie. Dans cette démarche, le jeune ne va pas calquer son identité sur la mienne. En tant que mentor et éducateur, je me mets à son service pour qu'il découvre ce pourquoi il est venu sur Terre. Je deviens son modèle parce qu'il m'écoute et m'admire, mais je ne prends pas le pouvoir sur lui, contrairement à nos anciens modèles qui pouvaient user de leur pouvoir pour faire de nous des objets. Ce livre s'inscrit dans la continuité de mon premier ouvrage dans la mesure où il montre de quelle manière j'ai mis en œuvre, dans l'accompagnement d'Hugo pendant 10 ans, 2008 à 2018, la méthode pédagogique innovante que j'ai exercée et défendue durant mes années d'enseignement. Ce jeune de 20 ans est venu vers moi en 2008 pour prendre possession de sa vie alors qu'il était en proie à de multiples dépendances. Alcool, sexe, drogue. Depuis le divorce de ses parents, il avait vécu la transgression de tous les interdits sociaux. En un mot, son principe de vie était le suivant: je vis comme je veux, tout ce que je veux et où je veux. Ses seules limites étaient celles du corps, angoisse, nausées, accidents. À travers cette série d'entretiens, 2018 à 2019, apparaissent les principes d'accompagnement inspirés de l'enseignement d'Aruna Lipschitz, la voie de l'amoureux. Il s'agit d'abord de créer un lien avec un jeune, victime de ses dépendances, de ses crises d'angoisse et de ses échecs. Ensuite, tout symptôme du présent étant lié à son histoire, l'accompagnement va lui permettre de prendre possession de sa vie. Puis ce travail va faire en sorte qu'il devienne responsable de sa vie, et qu'il crée un nouveau commencement. Enfin, il en viendra à accepter les lois de la nature, à comprendre que tout est en lien, qu'il lui faut danser avec les polarités et que tout est fait à une cause. Cet accompagnement mis en œuvre avec Hugo répond à des invariants. Il m'a fallu trouver le fil pour nouer un lien de confiance. J'étais un professeur bien plus âgé que lui, et différent des autres pédagogues. Je ne portais pas de jugement, je ne cherchais pas à le culpabiliser. Je partais de son vécu réel. La démarche consistait à essayer d'en trouver le sens en faisant appel à son histoire et à mon expérience. Hugo était un jeune à la dérive, doté d'une puissante force vitale. Il était prêt à se faire accompagner à condition que le cadre soit certes sécurisant, mais souple. Je le recevais à sa demande. Un rendez-vous était pris à la fin de chaque séance pour la séance suivante, et le prix de ma prestation s'adaptait à ses moyens. Dans un premier temps, pour des raisons d'éthique, je l'ai dirigé vers le BAPU. Bureau d'aide psychologique universitaire,
puisque j'étais son enseignant. Puis, tout naturellement, il a cessé d'aller au BAPU au bout d'un an quand il a senti que le lien de confiance était installé. Ensuite, ma posture a été celle d'un mentor par la conjonction des rôles de psychologue, d'éducateur et de coach ancrés dans la réalité. J'observe une dérive de certains enseignants qui se replient sur la connaissance. Leur discours implicite en direction des jeunes consiste à leur faire croire que munis de ces connaissances, ils seront les mieux armés. Pour moi, l'important est que le jeune devienne maître de sa vie et c'est dans ce but précis qu'il doit aller vers la connaissance. Je pense que les enseignants d'aujourd'hui ont perdu leur rôle éducatif, celui des hussards de la République du temps de Jules Ferry. Quand je dirigeais un établissement d'enseignement, nous avons eu ce débat au sein de l'équipe. Notre rôle éducatif était bien de permettre aux jeunes de se construire, l'essentiel étant de créer un lien avec eux et de les accompagner, et pas seulement de leur transmettre des connaissances. Hugo ressemble fort à mes étudiants d'alors, formés au métier du paysage, à la différence qu'eux avaient un lien avec la nature. Hugo et tous les jeunes de sa génération, à l'instar de leurs parents qui exercent des métiers abstraits, n'ont plus aucun lien avec la matière parce que focalisés sur les écrans, le numérique, les jeux vidéo, les substances diverses. Hugo le dit lui-même, il a repris contact avec la vie quand il a retrouvé un lien avec la matière. Pour les millennials, la réalité existe, mais en dehors de la matière. Leur vie affective est d'autant plus cruciale. Le récit de l'accompagnement d'Hugo se décline en entretiens successifs axés chacun sur une thématique particulière, sa relation aux femmes, à son père, à sa mère, à ses grands frères. Notre travail en co-construction a été mené pour qu'il puisse décrocher de ses dépendances et s'incarner dans la vie réelle. Nous avons revisité son rapport au corps, son histoire de couple racontée via le témoignage de sa compagne. Il a pu enfin regarder où il en était, et vers quoi il se dirigeait lors d'un dernier entretien. Cet entretien a été complété par une rencontre avec sa mère. La vie qui se profile pour lui devra l'amener à déterminer ce pourquoi il est venu sur Terre. Ce récit d'un accompagnement dans la durée s'adresse aux professionnels de l'accompagnement et de l'éducation, aux parents de ces jeunes en difficulté afin qu'ils ne s'affolent pas, et aux jeunes qui pourraient se reconnaître dans l'histoire d'Hugo. Ces derniers puissent-ils y puiser l'envie de s'en sortir grâce à l'accompagnement. Car il n'y a rien d'inéluctable dans la souffrance et dans la dépendance. Chapitre 1 : Une vie aux multiples nœuds. La première fois que je rencontre Hugo dans une salle de cours, un jeune type de 20 ans s'avance vers moi, très grand, svelte, de carrure athlétique, visiblement perdu dans la vie. Aussitôt, je reconnais en lui ces jeunes étudiants que j'avais accompagnés dans mon école d'ingénieur des années auparavant. Ils étaient perdus, sans structure, ni cadre, ni repère, et en même temps dotés d'un fort potentiel, d'une vraie énergie. J'avais en face de moi un garçon paumé, esquinté par la famille, mais actif, doté d'un puissant élan vital, astucieux et intelligent. J'avais été psychothérapeute. Et après avoir interrompu ma pratique, j'avais terminé ma formation au coaching et recommencé des accompagnements. J'étais alors le tuteur de stage d'Hugo à l'IAE, école universitaire de management, où il terminait une licence. Ma mission était d'encadrer son mémoire de fin d'études. Immédiatement, j'ai senti une vibration entre nous, le lien s'est créé. Pour moi, il était clair qu'il avait manqué de règles, qu'il avait toujours vécu presque à la manière d'un Robinson Crusoe, sans autre limite que les contraintes imposées par les autres. Et en même temps, c'était un leader. J'ai immédiatement saisi quelque chose dans ses yeux, une brillance, une curiosité que les enseignants n'arrivaient pas à saisir, parce qu'il n'était pas dans la normalité. Il ne savait pas lui-même ce qu'était la normalité. J'ai ressenti très vite son ouverture, son empathie, sa générosité, son sens du relationnel, ce charme extraordinaire qui font que les gens le considèrent spontanément comme leur enfant, leur fils. Il s'est tissé un lien affectif avec le premier venu, sans chercher à plaire, sans se laisser non plus manœuvrer, confrontant l'autre avec douceur et gentillesse. Le hasard a bien fait les choses. Quand je t'ai rencontré, j'étais dans une période où tout était sombre dans ma vie. J'avais depuis peu quitté le foyer familial où vivait ma mère, mon père étant parti de la maison quand j'avais 14 ans. J'étais en alternance depuis 2 ans, j'avais une copine et c'était un peu le bordel dans tous les domaines, surtout sur le plan relationnel. Je ne comprenais pas ce qui se passait,
J'allais chercher dans l'alcool, la fumette, l'herbe, le sexe, de quoi nourrir ma vie, me sentir vivant. Je comblais un vide, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je me détruisais. J'avais 20 ans. Plus personne ne comprenait ce que je vivais, car extérieurement je donnais l'impression que tout allait bien. Avec toi, c'était la première fois que je pouvais tout dire sans avoir peur d'être jugé. Tu me disais ta manière de faire. Il existait un lien entre l'accompagnant et l'accompagné. Il y avait des émotions, nous étions des êtres humains qui se parlaient. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Je me souviens d'avoir dit à mes quelques copains proches que j'avais rencontré un vieux type pas comme les autres, hyper ouvert d'esprit. J'avais trouvé un père spirituel, un père. J'ai très vite compris pourquoi j'allais te voir. Parfois je n'en avais pas envie, mais au fond de moi je savais qu'il fallait que j'y aille, même si je n'avais pas le temps, pas l'argent. Même si j'avais trop bu, trop fumé, je me disais, je vais m'occuper de moi, je vais résoudre mes problèmes. Jamais je n'ai annulé une séance. Nous n'étions pas dans une relation hiérarchique, pas des copains non plus. J'étais un père, un modèle, un référent, il y avait un cadre. Je n'étais pas dans une posture éducative, j'étais dans l'écoute et l'accompagnement sans être laxiste. C'est ce qui a permis d'installer la confiance. Tu ne pleurais pas, tu n'étais pas triste, mais tu avais des crises d'angoisse, tu prenais des antidépresseurs, tu étais perdu. J'étais fatigué, dépendant, alcoolisé, fait tartare, avec des pulsions très fortes auxquelles je ne résistais pas. Si j'avais envie de boire, je buvais, envie de fumer, je fumais, envie de baiser, je baisais. Je vivais tout cela très fortement, conscient de ne pas pouvoir me réfréner. Je me souviens que lors de notre premier rendez-vous à l'IAE, tu étais mon tuteur de stage. Tu m'as dit au bout de 5 minutes, tu ne fumerais pas des joints, toi ? J'avais les yeux rouges, j'arrivais défoncé le matin. Et puis tu as continué. Tu ne sais pas ce que tu fais là. J'ai répondu non. Tout de suite, j'ai senti quelque chose. Ton approche était très différente de celle de tous les profs que j'avais eus pendant 15 ans. Sur le moment, je n'ai pas pris conscience que j'allais pouvoir entamer un nouveau mode de relation. Tu m'as tendu la main, tu m'as donné ton premier livre. En le lisant, j'ai découvert ta vie, et ça m'a parlé. Malgré les 40 années qui nous séparaient, j'identifiais des points communs entre ce que tu avais connu et mes propres problèmes relationnels avec mes parents, avec les femmes. Ta vie personnelle, même avec cet écart de génération, résonnait avec la mienne. Quand je te disais que je fumais 5 joints par jour, tu comprenais. Je n'ai pourtant pas arrêté du jour au lendemain, mais je sentais que tu m'entendais. Un jour je t'ai raconté que j'avais couché avec une fille, l'ex-copine d'un pote, c'était compliqué. Tu rebondissais, tu me disais qu'en mai 68, tout le monde avait une sexualité déchaînée. Ça m'aidait à dédramatiser et à déculpabiliser. Je t'avais parlé de ma propre libération sexuelle, mais je t'avais dit aussi que je regrettais. Je t'avais démontré dans quelle illusion j'étais. C'est intéressant l'histoire du joint. Tu me disais que tu fumais et tu ajoutais « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et moi je comprenais, certes, mais j'objectivais le risque, je te mettais en garde contre les dégâts de la fumette sur le cerveau. Un jour je me suis vue dans le miroir, putain j'ai envie de crever. Entre 15 et 20 ans j'avais vécu ces expériences de manière intense, l'herbe, l'alcool avec mon père. Je voyais mon père au bistrot, je buvais avec lui, je lui payais parfois ses bières, ça a duré 5 ou 6 ans, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait des nœuds partout dans ma vie. Je me suis réveillée. J'avais envie de mourir alors qu'apparemment tout allait bien. J'étais beau gosse, je plaisais aux filles, ça marchait bien dans mon boulot chez Casio, grande surface de déco, je m'arrangeais avec mes études pour que ça se passe à peu près bien. Mais intérieurement, tout foirait. Et c'est à ce moment-là que la vie t'envoie vers moi. Notre premier lien s'est noué sur le plan mental, autour de ta vie professionnelle et de ton cursus à l'IAE. Le fil rouge était la préparation de ce mémoire qui te mènerait au diplôme, mais je sentais bien que tu ne serais pas en état de le rédiger, tu planais un peu. Loin de moi alors, l'idée de te reprocher de sécher les cours. J'ai renoncé à t'obliger à obtenir ton diplôme, mais j'ai insisté pour que tu t'intéresses à ta vie professionnelle. C'était un terrain concret sur lequel il me fallait t'entraîner pour que tu t'y accroches.
Compte tenu de ta souffrance, de ton problème de dépendance, je t'ai conseillé d'aller voir un psy au BAPU. Bureau d'aide psychologique universitaire. J'étais enseignant, et par rapport à l'institution, je devais me protéger contre le risque que tu disjonctes. Je sentais que si tu décrochais de la vie réelle, tu pouvais basculer dans la drogue, le deal. À cet âge, quand tu sais que tu peux gagner 3 000 € en vendant de la drogue, dans ton milieu il y avait une certaine tolérance vis-à-vis de la consommation d'herbe, d'alcool, et que tu touches 500 € en étant apprenti. Ce n'est vraiment pas facile. Je me suis attachée à te montrer l'intérêt de ton boulot chez Casio. Tu avais en charge le rayon des tapis de WC, ça ne t'emballait pas. J'ai essayé de te faire réfléchir sur le pourquoi de la disposition de ces tapis dans le rayon, sur le fait que les consommateurs changeaient souvent de tapis. Toi, tu t'en foutais, mais je voulais t'amener à approfondir ton désir professionnel. Tu avais un très bon contact avec ton chef de rayon, j'ai repéré ton côté opérationnel, tu étais à l'aise avec les codes sociaux du magasin, tu étais poli, tu savais poser les bonnes questions, tu étais efficace. Tu es allé voir la psy du BAPU, une psy classique comme celle que tu avais consultée à 18 ans quand ta mère t'y avait envoyé à cause de tes crises d'angoisse, et moi je te ramenais dans la réalité professionnelle tout en faisant le lien avec ce que tu travaillais avec elle. Tu me disais, la psy ne me parle pas, elle m'écoute. Nous étions dans une triangulation, la psy, toi et moi. Nous étions dans un processus de co-création. Je ne cherchais pas à te faire rentrer dans la norme, j'acceptais ta marginalité et j'essayais de comprendre qui tu étais, où tu en étais de tes objectifs, de ta fragilité. Le problème avec les jeunes d'une vingtaine d'années, c'est qu'en les envoyant chez un psy, le risque est qu'ils ne continuent pas parce qu'ils ont l'impression d'être face à un mur. Moi j'associais les deux postures, celle du coach et du psy. Je comprenais ton profond malaise et en même temps, je te remettais dans la vie concrète, je m'intéressais à ton avenir professionnel, je faisais tout pour que tu gardes ton boulot. Il fallait que tu trouves ton incarnation sur le terrain du métier, que tu connaisses le sens des règles du jeu dans la vie, les lois de la vie. Cet apprentissage professionnel est un moyen pour les jeunes en souffrance de se coltiner avec la réalité, en étant protégés par l'école. Pour moi, il fallait que tu te passionnes pour Casio, sachant que tu avais de la réserve intellectuelle, que tu pouvais aller plus loin. Avec la psy, je parlais beaucoup, j'évoquais des situations que je vivais mal avec ma copine et que je ne comprenais pas. Je racontais que je m'étais engueulée avec ma mère, que c'était compliqué, que je m'occupais d'elle depuis 5 ans. Je parlais de mes relations avec elle, avec mon père. Ça m'a permis de faire le vide, de lâcher, mais la psy me laissait seule avec mon questionnement. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Je pense que tu avais arrêté avec ton premier psy à 18 ans, parce que tu n'étais pas prêt à aller dans ton monde intérieur sans que tu fasses le lien avec ta vie présente. Le psy est là pour te faire rebondir. Il essaie de comprendre le pourquoi de ton mal-être, mais il ne te fait pas travailler sur ta vie présente. Je décryptais ce que tu pouvais dire à ton psy, et je te remettais dans le présent. Pendant tout ce temps où nous nous sommes vus, j'ai accepté que tu ne présentes pas ton mémoire de fin d'études. J'ai préféré protéger le lien avec toi plutôt que de t'engueuler, parce que tu ne respectais pas le processus universitaire. J'ai fait en sorte de t'accompagner sans te culpabiliser. Ma crainte était que tu deviennes dealer et ton problème c'était ton mal-être, tes angoisses. Tu n'allais pas bien, tu étais encore dans cette phase où tu te sentais perdu. Ce boulot qui te plaisait bien chez Casio, tu en étais content, était pour moi le fil rouge qu'il fallait tenir. Déjà en terminant mon DUT à Roubaix, j'avais demandé à être embauché chez Casio parce que je ne voulais pas continuer mes études. Mais la personne qui m'avait recruté m'a conseillé de faire une licence en management. Voilà pourquoi je me suis retrouvée à l'IAE. Ce boulot me maintenait en vie. On m'avait donné ma place, je m'étais rendu compte de mes capacités relationnelles, je m'étais sentie très vite à l'aise. On m'a confié un poste de chef de secteur. J'étais le plus jeune à ce poste et on m'a ensuite envoyé ouvrir des magasins. Tu avais trouvé ta place en travaillant alors que tu étais déjà valorisé en tant que chef de bande avec tes copains. Au boulot aussi tu as réussi à devenir chef de bande, tu es très doué pour ça. Le problème des chefs de bande, c'est qu'ils sont souvent lucides,
ils comprennent très bien dans quelle impasse ils se trouvent. De ce fait, il y a eu un déplacement. Parce que tu as trouvé un travail, tu as pu te forger une identité différente. H. Oui, j'ai été chef de bande dès la puberté au collège. J'organisais des soirées, des matchs de foot, j'emmenais mes potes en boîte de nuit, c'est moi qui conduisais, je faisais le con, j'amusais la galerie. J'avais toujours fait des jobs d'étudiant. J'ai été autonome très tôt, mais je vivais au-dessus de mes moyens. Mon côté leader s'est révélé spontanément. Jusqu'à 13 à 14 ans, j'étais très timide. Ensuite, vers 15 à 16 ans, je me suis rendu compte que je plaisais aux femmes. J'avais de nombreuses aventures. Sous l'effet de l'alcool, j'étais désinhibé vis-à-vis des filles. P. Tu évoluais aussi dans le monde de la musique. Ton père était un excellent guitariste rock qui avait fondé son groupe dans les années 80. Il a fait les premières parties de Johnny Hallyday en 2003. Pendant 15 ans, il a été un des meilleurs guitaristes de France. Tu étais donc le fils d'un rocker célèbre dans le Nord. Tu vivais dans la fête, tu faisais du sport, tout contribuait à te faire une aura de leader. Je pense que tu as connu le choc des 18 à 20 ans, qui change d'environnement. Leader au lycée, puis éclatement de la bande au moment de l'entrée à l'université, mais les liens se sont perpétués dans la fête. À 20 ans, tu t'es posé la question de savoir ce que tu allais faire de ta vie. Tu ne pouvais pas rester indéfiniment dans la dépendance, la drogue, l'alcool, les filles, et continuer de faire la fête tout le temps tout en étant rejeté par le système universitaire. H. Oui, je voulais mourir et en même temps j'étais déjà dans ce questionnement. P. Le sens de ta vie, c'est la relation humaine. C'est ton point fort, tu es bon dans la création du lien avec les autres. Tu as cette qualité fondamentale de créer du lien où que tu sois. Mon apport théorique aura été de travailler aussi avec toi sur ce thème. Jusqu'où va-t-on dans la relation ? On peut chercher à fusionner avec l'autre et à un moment, on comprend que ce n'est pas possible. Tu as cette culture très forte de la relation qui peut conduire à la dérive de la manipulation. Tu as pris conscience de ça, de la limite à ne pas dépasser. Du coup, ton boulot chez Casio t'a servi de révélateur. Tu t'es rendu compte que tu pouvais y trouver une relation nourrissante, qu'il était possible d'exister, de s'épanouir dans la vie professionnelle, au cœur du réel. H. Oui, à 20 ans je voulais fusionner avec tout le monde, ma mère, mes copains, ma copine, mon patron. P. Un des premiers chantiers que nous avons menés ensemble a été ce travail sur ta tribu. Comme je l'avais déjà fait avec plusieurs centaines d'étudiants quand je dirigeais une école d'ingénieurs, je t'ai proposé de faire ton génogramme afin de clarifier ta position dans la généalogie de ta famille. J'ai souvent observé que les jeunes de 20 à 22 ans ne connaissent pas leur propre famille. Ensuite, nous avons regardé ensemble ta ligne de vie, une récapitulation de ton parcours étape par étape, depuis ta naissance. Je me souviens que tu avais été passionné par le génogramme. H. Ce travail m'a permis de comprendre les liens qu'il pouvait y avoir entre l'histoire de mes parents et les comportements qu'ils adoptaient avec nous, les 3 garçons. Ça m'a apporté du sens. Quand j'ai su qu'à la naissance de ma mère, ma grand-mère avait été hospitalisée pour dépression grave, que ma mère avait été élevée par sa grand-mère les 3 premières années de sa vie, qu'elle avait eu un père très autoritaire. Cela et d'autres détails encore m'ont aidé à comprendre les raisons de sa fragilité. J'ai appris aussi que mon arrière-grand-père paternel, clerc de notaire et passionné de chasse, était aussi très fêtard. Il trompait sa femme, il aimait faire la fête, il carburait au bon champagne, et tout le monde dans la famille était fasciné par lui. Or dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il était malheureux, pas si respectable au fond. En tout cas, il ne respectait pas sa femme. P. En fait, tu as grandi entre 2 cultures, celle d'un père musicien et fêtard, viens on va saouler et s'amuser, fumer, et celle d'une mère institutrice comme ses 2 sœurs. Elle t'a donné une éducation stricte. Tu étais angoissé, tu ne savais pas où te situer. Tu ne voulais être ni comme ton père ni comme ta mère. H. Mon père était quelqu'un de très fragile, il avait des blessures énormes à soigner, c'était un écorché de la vie, il était en colère contre tout. Et moi, je voulais le sauver, développer une vraie relation avec lui. Longtemps j'ai couru après le lien père-fils dont j'avais un aperçu auprès de mes copains qui, eux, partageaient des moments de vie avec leur père, passaient leurs vacances avec lui. Il était là pour eux quand ils avaient besoin d'aide.
Moi, je n'avais pas ça. J'ai tellement cherché à établir ce lien avec mon père en le suivant au bistrot, on buvait des bières ensemble, que je me suis détruit. En revanche, je suis toujours ému quand j'écoute ses chansons. J'ai dû baigner dans sa musique entre 0 et 10 ans, voire même dans le ventre de ma mère. La fragilité de ma mère était différente. Quand j'avais 12 à 13 ans, je voyais bien qu'elle pleurait régulièrement, qu'elle s'engueulait avec mon père. Elle a voué sa vie à son mari et à ses 3 enfants. Elle les a pris en charge, elle a accepté plus qu'elle n'aurait dû. Et de son côté, mon père ne vivait que pour la musique et pour ses succès sur scène. Il a été musicien professionnel, jusqu'à ses 32 ans environ. Après il a essayé de se ranger, mais n'a pas réussi. Du coup il s'est réfugié dans l'alcool et les copains de bistrot. D'ailleurs, il était prof de sport quand il était jeune et il a toujours été sportif. Il n'a jamais refusé les choix de vie de ma mère. Faire construire une maison à Bondu, élever des enfants. Aujourd'hui, maintenant que nous, les garçons sommes partis et que mon père a refait sa vie, ma mère renoue avec une solitude qu'en réalité elle n'a jamais connue. C'est elle qui avait mis mon père dehors. Ensuite pendant 5 ans, de 15 à 20 ans, je me suis occupée d'elle. 4 soirs par semaine, elle tombait en pleurs dans mes bras quand elle rentrait de l'école. J'ai été longtemps incapable de voir une femme pleurer. J'ai longtemps fait le psy avec elle. Pas étonnant qu'à 20 ans j'ai pété les plombs. D'un côté j'épongeais le chagrin de ma mère, de l'autre j'accompagnais mon père au bistrot où il s'engueulait avec le barman, mais aussi avec moi, parfois avec ses potes et d'autres qui n'avaient rien demandé. Nous parlions boulot, filles, politique. J'essayais d'exister, d'être reconnue en tant qu'enfant. P. Tu étais pris dans un imbroglio affectif entre ton père, ta mère et la meilleure amie de ta mère qui était ta marraine et avec laquelle tu passais souvent les week-ends. H. Depuis toujours nous habitions à quelques centaines de mètres de ma marraine qui avait des filles de mon âge, avec lesquelles je passais énormément de temps, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose entre ma mère et ma marraine. 4 ans après, ma mère ne supportait plus les infidélités de mon père et l'a mis dehors. P. Adolescent, tu vivais dans un lotissement de cadre moyen post-68 art où les parents vous laissaient la bride sur le cou. Toutes les règles culturelles avaient sauté, ils faisaient la fête, ils buvaient, ils vivaient à fond leur liberté sexuelle et vous, les enfants, étiez livrés à vous-même. Vous formiez une petite république des gamins dans le lotissement. Ta mère était un îlot dans le système. Tu avais des étoiles dans les yeux quand tu voyais ton père sur scène, mais il n'y avait que ta mère qui s'occupait de toi. Dans le schéma familial, c'est en principe le père qui donne le cadre. Toi tu vivais des choses magiques avec ton père, mais il ne te donnait pas de cadre. C'était ta mère plus masculine qui le posait. H. Oui, ma mère était stricte avec nous, l'autorité c'était elle. Quand il lui arrivait d'être absente un week-end et que mon père était à la maison, il nous laissait tout faire. Avec ma marraine aussi, nous étions totalement libres. J'avais une mobilette, j'allais partout où je voulais. En fait, ma mère nous a imposé des règles jusqu'au bac. Après le bac, il fallait qu'on fasse des études ou qu'on trouve un job. L'année de mon bac, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire après. Ma mère m'a proposé de faire des études et éventuellement une école de commerce en me faisant comprendre qu'elle emprunterait de l'argent pour payer mes études. Ce n'était absolument pas envisageable pour moi. J'ai donc suivi le cursus de mes frères qui avaient eux aussi fait l'IUT de Roubaix, pour suivre la meute de branleurs des bacs technologiques de la métropole. C'est à cet âge, 19 à 20 ans, que je suis allé toucher les limites. P. Quand nous avons fait ta ligne de vie, j'ai été frappé de l'importance de ton engagement dans le sport. En skate, tu étais le meilleur. Et puis tu t'es blessé. Tu as maltraité ton corps. H. Oui, j'ai fait beaucoup de skate entre 5 ans et 14 ans, ensuite j'ai grandi très vite et je me suis blessé donc j'ai arrêté. Ensuite j'ai fait du foot en salle où j'ai dû me faire au moins 8 entorses aux chevilles. J'ai arrêté et maintenant je fais surtout du crossfit, fitness à haute intensité, du surf en vacances, du skateboard, j'aime les sports de glisse, les sensations. J'avais toujours envie d'aller plus haut, plus loin, plus fort, je n'avais pas conscience de me mettre en danger. Il y a 4 ans, je me suis cassé les coudes en remontant sur une planche de skate pour impressionner mes amis. Dans la famille, j'étais le petit dernier, le préféré. Mon frère juste au-dessus de moi parlait peu, ma mère l'appelait son énigme, elle le dit encore.
L'aîné, lui, était un leader, fonceur, hyperactif, mais ça n'allait pas tellement à l'école. Il était très attachant, mais il faisait tout le temps des conneries, il ne tenait pas en place. Quand j'étais petit, il me protégeait. Il m'a toujours caché qu'il avait un rapport illicite avec l'herbe. J'étais le plus jeune, avec l'impossibilité de partager des activités avec mes frères. P. Quand tu me parles d'eux aujourd'hui, tu me dis que tu les prends en charge alors que ne t'ont jamais pris en charge, tu n'existais pas pour eux. C'est amusant de constater cette rivalité entre vous trois, et en même temps vous ne pouvez pas vous quitter. Vous êtes très liés, vous vous voyez souvent. C'est vraiment tribal entre vous. H. Nous nous voyons souvent chez ma mère. Il y a une forte connivence entre nous qui a toujours existé, mais aucun n'est capable de mettre des mots sur notre relation. Il y a une pudeur terrible entre nous. Encore maintenant, mes deux frères sont en colère contre mon père. Nous en parlons régulièrement. Très souvent ça revient. Quand l'un des deux va le voir en Bretagne, je lui dis « Tu devrais parler avec papa, tu vas désamorcer un petit peu. » Récemment, j'ai fait faire chez un photographe des tirages grand format de superbes photos de mon père quand il jouait sur scène. Je leur envoie pour avoir leur avis sur cette idée de cadeau de Noël pour mon père. Ils valident, et me demandent de faire encadrer une photo pour eux. Ils ont accumulé 30 ans de déception, de rancœur, et ils veulent la photo de leur père dans leur salon. P. À ce moment de l'accompagnement où nous avons fait l'inventaire de la tribu, nous avons analysé le milieu d'où venait ton père avec ses dérives, et nous avons mis le doigt sur la souffrance psychologique de ta mère. Là, tu comprends que tu es doté d'une aura, comme ton arrière-grand-père paternel, et du même coup tu t'aperçois du côté factice de ce charisme à travers la fête. C'est touchant, car tu te rends compte de ce qui sonne faux dans ton leadership. H. Je le comprends maintenant, mais quand nous avons fait le génogramme, j'ai mis du temps à analyser les choses. Une petite lumière s'allumait, j'étais dans l'étonnement, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça ma famille ? Je m'aperçois que c'est le bordel dans toutes les relations, je ne comprends pas grand-chose d'autre, et en même temps ça me rassure car je sais d'où je viens. Ensuite le génogramme et ce travail sur ma ligne de vie m'ont permis, étape par étape, de commencer le nettoyage. Quand je dis le bordel, je veux dire que je me rends compte à quel point tout est déséquilibré, rien n'est sain ni normal. Avant je vivais dans l'illusion que nous formions une famille parfaite. Nous étions tous beaux, tout allait bien. L'image qu'on renvoyait était celle d'un film en Technicolor. Alors qu'en fait rien n'allait droit. P. À un moment tout l'échafaudage du modèle s'effondre. Tu comprends que tu profitais du système, tu étais libre et autonome, tu faisais du sport, tu étais chef de bande, tu vivais une jeunesse dorée sur tranche. H. Oui, alors que mon père était alcoolique, qu'il trompait ma mère. Mon frère aîné était dépendant de l'herbe, mon autre frère était triste, ma mère était malheureuse. Avant, je pensais que je pouvais compter sur ma mère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.